Il est 13h30 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. Après un long suspense, le gouvernement souminois est déjà connu depuis le mercredi 29 mai 2024. Place maintenant à la prochaine étape qui consistera à l'investiture du gouvernement après l'approbation de son programme d'action par l'Assemblée nationale. Regardez. 24 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres... C'est depuis les premières heures du mercredi 29 mai 2024 que le gouvernement souminois est connu après plusieurs mois de longue attente. Il ne reste que son investiture à l'Assemblée nationale. De son côté, la Chambre basse du Parlement est déjà prête pour cet exercice. Lors de la plénière tenue le mercredi 29 mai 2024, le président de la dite Chambre, Vital Kamerhe, a détaillé le calendrier des activités pour la session de mars, qui va clôturer le 15 juin prochain et dans ces calendriers figure à l'ordre du jour l'investiture du nouveau gouvernement de la République. Conformément aux prescrits de l'article 115 de la Constitution, nous sommes entrés en plein droit dans la première session ordinaire de l'année 2024 qui s'achève le 15 juin prochain. Pour les temps qui nous restent avant la clôture de cette session, votre bureau a élaboré un calendrier d'activités qui prévoit les matières ci-après. 1. La mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages. 2. L'examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025. 3. L'examen et approbation du programme du gouvernement, suivi de son investiture. Et enfin 4. L'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction, a confié Vital Kamerhe lors de sa communication. Désormais, c'est le compte à rebours qui commence pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka et toute son équipe. Au regard des enjeux du moment au pays et face au retard qu'après la publication du gouvernement, Judith Suminwa doit prendre en compte cette échéance pour accélérer les choses et aller présenter son programme devant la représentation nationale en vue de son approbation avant de débuter officiellement le travail. Cet exercice auquel elle devra se soumettre avant l'entrée en fonction de son gouvernement est conforme aux dispositions de l'article 90 de la Constitution de la République. Le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa est composé de 54 membres. Il y a notamment 30 nouvelles figures, 15 ministres du précédent gouvernement reconduits à leur poste et 9 autres reconduits mais à d'autres portefeuilles de l'État. Ce gouvernement est très attendu face aux multiples défis que traverse le pays actuellement. Et dans la bataille contre l'agression rwandaise et la rébellion du M23, Félix Tshisekedi mentionne souvent plusieurs fronts. Plusieurs responsables de ces divers fronts ont récemment été remplacés dans le gouvernement souminois. Avec son nouveau gouvernement, le chef de l'État congolais a apporté des changements qui visent à renforcer la réponse du gouvernement face aux défis sécuritaires, diplomatiques, juridiques et médiatiques posés par les M23 soutenus par Kigali. Vinigali Junior nous fait le point. Messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Sur le front militaire, Jean-Pierre Bemba, dont l'arrivée à la tête du ministère de la Défense avait suscité de grandes attentes, est désormais chargé du ministère des Transports tout en conservant son rang de vice-premier ministre. Ancien rebelle et ex-vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba était perçu comme celui qui allait renforcer les systèmes de sécurité. Le ministère de la Défense est maintenant confié à Guy Kabongo Mwadianvita, ancien directeur général du journal officiel et proche du président de la République. Concernant la sécurité intérieure, Jacquemain Chabani, un autre proche de Félix Tshisekedi, prend la tête du ministère de l'Intérieur avec les rangs des vice-premiers ministres remplaçant Peter Kazadi. Sur le front diplomatique, Christophe Lutundula, qui s'était efforcé de faire reconnaître l'agression rwandaise par la communauté internationale et d'obtenir des sanctions contre le dirigeant du M23 et certains responsables rwandais quitte le gouvernement. Il est remplacé par Thérèse Kayikwamba,
ancien des Harvard et ex-fonctionnaire des Nations Unies. Sur les fronts juridiques, Rose Mutombo, ministre de la Justice, qui avait déposé une plainte à la Cour pénale internationale contre les dirigeants du M23, soutenu par Kigali en mai 2023, est remplacée par Constant Mutamba, une surprise que très peu d'analystes avaient anticipée. Sur les fronts économico-financiers, Nicolas Kazadi a été écarté. Sur les fronts médiatiques, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, est maintenu à son poste, continuant de piloter la stratégie médiatique du gouvernement. Il faut aussi noter l'arrivée de Daniel Mukoko Samba, une figure bien connue de la politique congolaise et ancien vice-premier ministre du budget sous Joseph Kabila, rejoint également ces cercles en tant que vice-premier ministre et ministre de l'économie. Et toujours en rapport avec le nouveau gouvernement, Dr Marie-Thérèse Safi Sombo, qui doit chapeauter le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, doit initier plusieurs réformes dans son secteur. Le professeur Mathieu Kalele explique ici la situation de l'université de Kinshasa. Il était au micro de Ronta Luyela et Yvan Chibango. Nommé ministre de l'enseignement supérieur et universitaire issu au sein du gouvernement souminois, le docteur Marie-Thérèse Safi sera face à plusieurs défis et réalités pendant son mandat, notamment dans les systèmes LMD qui, à en croire le professeur émérite Mathieu Kalele, crée des désordres dans les différentes facultés à l'université de Kinshasa. Moi, je ne sais même pas ce que ça signifie et comment ça fonctionne. Oui, j'ai demandé aujourd'hui au chef de mon département et à ses collaborateurs, qu'est-ce que vous pensez du système LM2 et vous en êtes où? Aujourd'hui, pratiquement, chaque promotion a son année académique. On ne sait pas quand l'année a commencé, quand elle va se terminer. Pendant que je posais la question, j'ai vu un des responsables académiques facultaires venir poser la même question à mon chef de département. C'est un système, on a peut-être cru qu'on améliorait, mais ça a créé du désordre. Je constate simplement que ça a créé plus de désordre qu'il n'en fallait. Les années risquent d'être encore plus élastiques qu'avant. La colline inspirée connaît d'autres difficultés, dont les manques d'eau et d'électricité pendant plusieurs jours déjà. Une autre situation qui rend difficile le travail sur le site universitaire. Vous êtes au campus ici. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas de courant, qu'ils n'ont pas d'eau. Les professeurs ne sont pas payés, les étudiants n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau. Cette situation-là ne met pas les gens à l'aise. Dr Marie-Thérèse Safi est donc appelée à faire de réformes dans le secteur pour la réussite de son mandat. Et dans un autre chapitre, initialement prévu ce samedi 1er juin 2024 à l'Adidas Arena, le méga-concert de Félix Wazekwa est reporté au 14 décembre prochain. D'après l'artiste musicien congolais, ce report est dû au refus de visa à plusieurs membres de son groupe musical Cultura PIV. Vinigalu Junior pour les détails. C'est avec regret que je vous annonce les reports de ces concerts. Prévu ce samedi 1er juin 2024 à l'Adidas Arena, les concerts spectaculaires de Félix Wazekwa est reporté au 14 décembre prochain. À en croire cet artiste musicien congolais, cette modification du programme est due au refus des visas à plusieurs membres de son groupe musical
Cultura PIV. Celui qu'on appelle affectueusement Mokuwa Bongo a indiqué que 5 membres seulement de son orchestre ont pu obtenir des visas pour la France. À la fin de cette année, Félix Wazekwa va finalement relever les défis de cette nouvelle salle européenne et pourrait devenir le deuxième chanteur congolais à y avoir presté après le double concert de Ferregola déroulé les samedis 20 et le dimanche 21 avril dernier. Construite dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'Adidas Arena promeut les valeurs d'inclusivité, de création, d'hybridation. Ces lieux sera le vecteur de transformation de tout un quartier et portera haut les couleurs de l'art et vivre urbain. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières, en Afrique du Sud. Les dépouillements de bulletins a débuté au soir des législatives du mercredi 29 mai. Le bureau des votes ont fermé pour la plupart à 19h locales. Les Sud-Africains ont voté pour une élection considérée comme la plus importante du pays depuis la fin de l'apartheid. Un scrutin sur fond de désamour pour l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994. Suivez. L'élection s'est déroulée sur une seule journée et les bureaux de vote ont fermé après 14 heures de scrutin dans plus de 23 000 bureaux répartis dans les 9 provinces d'Afrique du Sud. Plus de 27 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales pour les élections de cette année. Les taux de participation est de 66%, déjà mieux que le scrutin de 2019, selon la commission électorale indépendante. Les autorités s'y procèdent au dépouillement, mais les résultats définitifs ne sont pas attendus avant plusieurs jours. La commission électorale indépendante qui gère les élections a déclaré qu'il serait annoncé d'ici dimanche. L'enjeu est la domination pendant 3 décennies du Parti du Congrès national africain qui a permis à l'Afrique du Sud de sortir du régime brutal de la minorité blanche, de l'apartheid et d'accéder à la démocratie en 1994. Le parti est aujourd'hui la cible d'une nouvelle génération de mécontents dans ces pays de 70 millions d'habitants dont on estime que la moitié vit dans la pauvreté. Après avoir remporté 6 élections nationales successives, plusieurs sondages d'opinion ont évalué le soutien de l'ANC à moins de 50% avant ces scrutins, ce qui représente une chute sans précédent. L'ANC pourrait perdre sa majorité au Parlement pour la première fois, même si l'on s'attend à ce qu'il conserve le plus grand nombre de sièges. Et de son côté, le président chinois Xi Jinping a réitéré ses appels à la création d'un État palestinien indépendant et a promis d'accroître l'aide humanitaire à la population de Gaza lors de l'ouverture d'un sommet avec les dirigeants des États arabes jeudi à Pékin. Commentaire de Merveille Loabéa. Le sommet auquel participe le chef d'État de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et de la Tunisie, entre autres, devrait se concentrer sur l'expansion de la relation commerciale entre la Chine et le pays arabe, ainsi que sur le problème de sécurité lié à la guerre entre Israël et Hamas. La guerre ne devrait pas se poursuivre définitivement. La justice ne doit pas être absente pour toujours, a déclaré le président chinois dans son discours d'ouverture du forum de coopération de Chine États arabes. L'engagement en faveur de la solution des 2 États ne doit pas être remis en cause à volonté. Le président chinois réaffirme le soutien de la Chine à la solution des 2 États et a promis une aide humanitaire de 500 millions de yuan, soit 69 millions de dollars pour Gaza. Il a également promis de verser 3 millions de dollars à une agence des Nations Unies qui fournit de l'aide et de secours aux réfugiés de la guerre entre Israël et Hamas. Pékin et les États arabes soutiennent les Palestiniens dans le conflit alors qu'Israël fait l'objet d'une condamnation internationale croissante après l'attaque de Rafah, ville du sud de Gaza qui a fait au moins 45 morts au cours du week-end. Selon le ministère de la Santé de Gaza, le nombre total de Palestiniens tués dans la guerre dépasse 36 millions. Pékin soutient depuis longtemps le Palestinien et dénonce Israël pour ses colonies dans les territoires occupés. Elle n'a pas critiqué l'attaque initiale du Hamas du 7 octobre qui a fait environ 1200 morts alors que les États-Unis et d'autres pays l'ont qualifié d'acte terroriste. Maintenant, place à la revue de presse.
Voilà, la revue de presse, c'est avec Diane Bonga. Bonjour Diane. Bonjour Bijou Lumuna. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Je me porte bien aussi. Alors, gouvernement souminois, le maniement absent, les députés nationaux se remettent à la sagesse de Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, Madame, Monsieur, bienvenue à cette revue de presse. Les journaux parus ce jeudi à Kinshasa s'intéressent aux réactions qui suscitées par la sortie de cette nouvelle équipe gouvernementale. Alors, ouvrons ces kiosques avec le journal La Prospérité qui affiche en sa une que la province du Maniema n'est ni représentée au bureau de l'Assemblée nationale ni au gouvernement, rapporte les tabloïd. Le confrère se fait l'écho de la déclaration du caucus des députés du Maniema qui s'estime exclu des institutions nationales. Ces élus attirent l'attention du chef de l'État sur cette question, estimant qu'elle met à mal la cohésion nationale. Alors, la parité en RDC, une avancée pour le gouvernement souminois. Oui, Bijou Lumuna, sur le même registre de réaction à la sortie du gouvernement souminois, l'agence congolaise de presse fait savoir que la présence renforcée de femmes au sein du nouveau gouvernement souminois, 31 contre 27% dans le précédent équipe, constitue une avancée en matière de parité, relève le confrère. L'agence congolaise salue donc cette avancée, rappelant au passage que la Constitution prévoit que les femmes occupent au minimum 30% de postes au sein des institutions politiques. Et pour le potentiel, l'Assemblée nationale, le gouvernement sera investi le 15 juin 2024. Oui, ainsi le journal en ligne Le Potentiel rapporte que la Chambre basse du Parlement est prête à investir la nouvelle équipe le 15 juin. Avant donc la clôture de la session ordinaire, rapporte le confrère. L'annonce a été faite par Vital Kamerhe, le speaker de l'Assemblée nationale, hier mercredi 30 mai. Il l'a fait alors qu'il présidait la toute première plénière depuis qu'il a pris le règne de la Chambre basse du Parlement, indique Le Potentiel. Et toujours en rapport avec le gouvernement souminois, Crispin Badou et Didier Boudimbo sont reconduits, tandis que Albert Fabrice Puela et Yves Bunkoulou tombent. Très bien, prenons un autre journal et changeant de chapitre. Cette fois, c'est Mediacongo.net qui renseigne que 2 sur 4 ministres sont reconduits à leur poste au gouvernement souminois Tuluka, rendu public ce mercredi 29 mai courant. Il s'agit de Didier Boudimbo, reconduit mais quitte les hydrocarbures qu'il a gérés durant le premier quinquennat de Félix Tshisekedi pour le ministère de Sport. De même pour Crispin Badou qui passe de vice-ministre des Affaires étrangères au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et enfin, concernant la surfacturation des forages, l'Assemblée nationale institue une commission pour examiner les réquisitoires du procureur général. Clôturons cette revue toujours avec Mediacongo.net. L'Assemblée a décidé ce mercredi 29 mai d'instituer une commission qui va statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant l'ouverture d'une instruction contre Nicolas Kazadi, ancien ministre de Finances, et François Roubota, ancien ministre du Développement rural, tous deux devenus députés nationaux et cités dans les dossiers de surfacturation de fourrage. Merci Bijou Lumuna de m'avoir reçu, Madame, Messieurs. Merci de votre attention soutenue. À très vite. Voilà, merci beaucoup Diane Bonga pour cette revue de presse et c'est avec celle-ci qui prend fin ce journal de 13h30. Le prochain rendez-vous est à 19h juste avec Ranta Luyela. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision.